7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Jean Messia, je me tourne vers vous puisque vous êtes donc notre partenaire du jour, mais les auditeurs le savent bien. Et on commence par revenir sur tous ces médias, cette caste médiatique américaine qui est ébranlée depuis l'accession au pouvoir de Donald Trump. Vous savez, cette caste médiatique, elle fait partie en fait du système idéologique qui a gouverné les États-Unis et même l'Occident depuis le tournant des années 80 avec l'arrivée de la nouvelle idéologie libérale, multiculturaliste, immigrationniste, etc. Lorsque Thomas Kuhn et les sciences sociales parlent de paradigme, ils incluent dans ce paradigme non seulement évidemment l'État, c'est le gouvernement, mais ils incluent aussi les universités, les médias, tout un tas d'institutions, si vous voulez, qui incarnent et diffusent l'idéologie dominante. Et parmi cela, évidemment, les médias sont à une place de choix, puisque c'est la seule institution qui est capable de toucher des millions, sinon des dizaines ou des centaines de millions de personnes en même temps. Donc, si vous voulez, c'est là où on voit quand même que le paradigme gaucho-progressiste qui nous dirige depuis maintenant depuis une quarantaine d'années connaît ses dernières lueurs crépusculaires. On a l'accession de Donald Trump au pouvoir qui symbolise donc le changement de pouvoir politique et évidemment qui entraîne dans son sillage un changement à la fois dans les médias mais aussi dans les universités puisque je ne sais pas si vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux, dans tout le système scolaire et universitaire, suite aux attaques de Donald Trump contre les wokistes, plusieurs enseignants qui avaient affiché leur drapeau LGBT dans les classes, c'est vous dire, ce film en train de le retirer, fin de la récréation. Donc, vous avez partagé ça d'ailleurs sur votre compte. Exactement. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement encourageant. Nous sommes en train de quitter une idéologie qui est incarnée par CNN, notamment. Vous avez eu les grandes déclarations des journalistes de CNN qui remercient la chaîne, etc., des partonitruants et tout. On sent que c'est vraiment une atmosphère de fin de règne pour les médias. Et pourquoi ? Parce que Donald Trump n'a pas gagné avec CNN, si vous voulez. Il n'a pas gagné avec tout le système médiatique mainstream des États-Unis. Il a gagné sur ce qu'on appelle les médias alternatifs, en s'adressant à des petites radios locales, à des radios, des chaînes de réinformation, etc., qui, contrairement à ce que l'on croit, sont regardées par plusieurs millions de personnes aux États-Unis. C'est là-dessus qu'il a gagné. Et quand on voit d'ailleurs comment CNN l'a traité au cours de la campagne présidentielle, ce n'est guère étonnant que Donald Trump ait voulu les contourner avec succès pour pouvoir gagner, et il y est arrivé. Chez nous, en France, la vague va certainement arriver, puisque vous savez, dans l'histoire, lorsqu'un paradigme est finissant, il est rare qu'il ressuscite. Il est même, j'en ai peut-être jamais vu de ressusciter. C'est-à-dire que quand un système idéologique se termine, il y a effectivement une phase de transition paradigmatique où il y a des flux et des reflux, des victoires du système en place, puis des défaites. Mais cette phase de transition paradigmatique, en général, ne dure pas des dizaines d'années. Et surtout, son issue, c'est que le système idéologique naissant, ou en tout cas croissant, finit toujours par l'emporter. Quel est ce système idéologique croissant ? C'est précisément ce que j'appelle, moi, le système idéologique identitaro-souverainiste, ou pour ceux les plus érudits d'entre nous, on peut l'appeler le système néo-westphalien, c'est-à-dire un retour progressif à la frontière, aux protections, aux identités, à l'aspect prométhéen de la politique, croire que la politique n'est pas simplement de la gestion à la petite semaine des affaires de l'État, mais que la politique est capable d'infléchir le réel. Or, quand on voit, si vous voulez, ce qui se passe, par exemple, on a eu les derniers chiffres de l'immigration, on va en parler tout à l'heure cette semaine, on s'aperçoit qu'en fait, la France est en pilotage automatique sur cette question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique migratoire en réalité. Les choses se renouvellent automatiquement. Les gens qui demandent des titres de séjour, pour la plupart, sont acceptés. Il n'y a pas ni de volonté de ne pas renouveler un certain nombre de titres. Avec l'Algérie, par exemple, on pourrait croire qu'avec la crise diplomatique algérienne, le gouvernement aurait une grande politique d'immigration, ou en tout cas de restriction de l'immigration vis-à-vis de ce pays. Que nenni ! On continue comme en 40, aucun changement. Donc vous voyez la différence finalement entre le monde d'avant
qui est un monde où tout se règle par la main invisible du marché et par d'autres mains invisibles d'ailleurs, pas seulement économiques, eh bien nous passons à un monde où la main visible de la volonté humaine, la main invisible de la volonté de l'État, eh bien, est remise à l'ordre du jour, retrouve ses lettres de noblesse et honnêtement, nous avons hâte de voir cette main, ce doigt de la chapelle Sixtine arriver en France. On nous a fait croire, Jean Messia, que ce qui manquait à la France, justement, c'était de bons techniciens. On nous a vendu des gouvernements de techniciens, de gens qui ne s'embêtent pas d'idéologie, mais vont se pencher sur la situation et puis comme des mécaniciens, redresser la machine rouillée qu'est la France aujourd'hui. En réalité, ça ne marche pas d'être purement technicien, c'est ce qu'on voit. C'est une excellente question. Vous savez pourquoi on en est arrivé là ? C'est parce que vous avez toute une élite politique depuis une quarantaine d'années qui a fait de la volonté d'impuissance l'alpha et l'oméga de l'action politique. Nous voulons être impuissants. C'est pas que nous voulons, mais nous ne pouvons pas. C'est que nous voulons ne pas pouvoir. Bon. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on part du principe que rien n'est possible. C'est la politique de l'impossibilisme. À chaque fois que vous dites on peut améliorer quelque chose dans un domaine, on vous dit ah ben non, on vous donne toutes les raisons possibles et imaginables pour vous expliquer que c'est pas possible. Il y a ça. Exactement. Et d'ailleurs, alors ça veut pas dire que le fait de décréter que quelque chose est faisable et possible, ça veut pas dire qu'elle le soit. Mais vous savez, comme disait le général de Gaulle, les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. C'est-à-dire que décider de régler un problème ne garantit pas de le réussir, mais décider de ne rien faire garantit d'échouer. Bon. Et donc cette élite-là, si vous voulez, elle a désossé l'État en quelque sorte. C'est-à-dire que entre les délégations de compétences vers l'infranational, c'est-à-dire toutes les collectivités territoriales, les délégations de compétences vers le supranational, au milieu, vous n'avez plus qu'un État rikiki. Le roi est nu en réalité. Et donc quand le roi est nu politiquement, qu'il n'a plus les outils de la souveraineté lui permettant d'agir, eh bien on laisse la place aux techniciens. Et on l'a parfaitement vu au moment de la crise du Covid. Au moment de la crise du Covid, les gens quand vous avez le politique qui voulait faire quelque chose, vous avez tout un tas de personnes qui vous disent « Mais attendez, vous n'êtes pas médecin. Qu'est-ce qui vous permet de vouloir agir dans le domaine de la santé comme s'il n'y avait pas une politique de santé ?» Mais j'allais dire, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? Moi, c'est ce que j'avais dit sur les plateaux télé. J'ai dit « Attendez, si le politique n'a pas son mot à dire dans la politique de santé, il n'y a qu'à faire gouverner la France par l'Institut Pasteur. » Vous voyez ? Donc, et c'est pareil dans tous les domaines. Pourquoi n'a-t-on plus de politique monétaire ? Ah, parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui la gère. Vous savez, autrefois, moi j'ai des camarades de l'ENA qui sont plus âgés que moi et qui ont fait leur stage ENA dans les années 70. Ils me disent que lorsque le préfet convoquait les services de l'État dans le département dans les années 70, il avait 25 personnes autour de la table. À l'époque, il y avait les PTT, etc., tout un tas de services. Quand moi j'ai fait mon stage ENA en 2003, il n'y avait plus que 8 personnes autour de la table. C'est-à-dire que l'État dans le département n'est plus rien. Et le préfet a de plus en plus tendance à devenir simplement un super flic en réalité. Plus évidemment un organisateur qui distribue les dotations. Oui, parce qu'on voit que l'État quand même se positionne aussi comme gouverneur des localités françaises. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, on en parlait avec Pascal Pointu, il y a une répartition forcée des immigrés dans les petites villes françaises. Là, l'État a tout le pouvoir qu'il lui faut. Ça, si vous voulez, quand il s'agit de canons idéologiques, le même État qui vous explique qu'il ne peut rien faire contre le chômage, qui ne peut rien faire pour lutter contre l'immigration, qui ne peut rien faire sur le plan économique pour relancer la croissance, pour relocaliser l'industrie, voire pour réindustrialiser la France, il vous dit non, on ne peut plus rien faire parce qu'on n'a plus les outils et tout. Bizarrement, sur certains domaines, il se découvre une puissance insoupçonnée. Donc quand il s'agit effectivement d'accueillir toute la misère du monde, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de trouver le pognon pour loger, soigner, scolariser, nourrir, il n'y a pas de problème. En revanche, quand il s'agit de dire, par exemple, pourquoi, comme ça s'est passé il y a quelques années, pourquoi l'État baisse l'allocation logement de 5 €, vous savez, les caisses sont vides. Les caisses sont vides uniquement pour les Français. Mais quand il s'agit de causes éloignées ou étrangères, alors là, les moyens, on les trouve par-dessous les fagots. Bon. Donc tout ça pour vous dire que, au final, lorsque l'échelon politique, qu'est-ce que c'est l'échelon politique ? L'échelon politique, encore une fois, c'est l'échelon prométhéen. C'est-à-dire c'est l'échelon par lequel on va user
des instruments et des outils de souveraineté qu'on a à notre disposition pour agir sur le réel, ou en tout cas pour tenter d'agir sur le réel. Quand ces outils de souveraineté, c'est-à-dire par exemple la monnaie, que le budget est contraint, que la politique fiscale est contrainte par la dette, que vous avez doté de compétences naguère étatiques les collectivités territoriales et que vous leur avez filé le pognon qui va avec, au bout d'un moment, en fait, si vous n'avez plus d'outils pour agir, ça devient des incantations. Oui. Nous voulons réindustrialiser, très bien. Tu vas réindustrialiser avec quoi? C'est quoi tes outils? T'as plus de politique monétaire, t'as plus de politique, presque plus de politique budgétaire, t'as plus de politique fiscale, et donc ça devient de l'incantation. Donc tout ce que disent les pouvoirs publics, qui va dans le sens de promesses, si vous voulez. Vous savez, un autre exemple, dans les années 60, quand il y avait une élection présidentielle, vous prenez le programme des candidats, c'était un patafard comme ça, de 50 pages, dans lequel ils disaient, voilà, en matière monétaire, nous allons faire ceci, en matière budgétaire, nous allons faire cela, en matière militaire et de défense, nous allons faire encore ça. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, quand vous analysez un petit peu les campagnes présidentielles des dernières années, le domaine qui est surreprésenté et presque unique dans les campagnes présidentielles, c'est la sécurité. La sécurité, l'identité, l'immigration. Pourquoi ? Parce que l'une des seules compétences qui reste à l'État central de plein droit, c'est la police et la gendarmerie. Donc les candidats s'excitent pour savoir comment ils vont les utiliser. On voit que pour l'instant, ça porte pas trop de fruits. Ça porte pas de fruits. Et par contre, par exemple, vous n'avez plus de débat monétaire. Pourquoi ? Parce que la monnaie nous échappe, c'est plus national. Peut-être aussi qu'il y a une logique électoraliste où ils ont conscience pendant leurs débats télévisés que débattre des questions budgétaires auxquelles les Français finissent par comprendre de moins en moins de choses, ça aura toujours moins d'impact, moins d'influence que de débattre de l'immigration ou de l'insécurité. Détrompez-vous. Alors, ils ne débattent pas pour autant de l'immigration et de l'insécurité parce que vous savez... Sauf quand des candidats les poussent à en parler, comme Éric Zemmour, par exemple. Mais eux, d'eux-mêmes, ils ne parleraient pas de ça, parce que ça les intéresse pas. Et vous savez, le système, pour le coup, a été extrêmement vicelard. Vous avez raison. Rentrer dans des détails de technique budgétaire, ça intéresse personne, et technique fiscale, encore moins. Et le français moyen, il n'est pas rompu à comprendre ce genre de problématique. Par contre, la sournoiserie a constitué à faire rentrer ça par le biais du pouvoir d'achat. Alors j'aimerais m'arrêter un instant là-dessus parce que je crois que le pouvoir d'achat, en tout cas la thématique du pouvoir d'achat dans la bouche du politique, c'est la plus grande escroquerie à laquelle on a assisté depuis ces 40 dernières années. Voilà des gens qui sont au pouvoir donc à divers niveaux depuis plusieurs décennies. Ce sont des gens, ils ont paupérisé la France par une politique d'immigration de masse. Ils ont désindustrialisé la France soit en vendant, en bradant nos fleurons industriels, soit en laissant partir vers l'Asie, effectivement, des pans entiers de notre industrie. Ces gens qui ont paupérisé la France, qui ont remplacé la France et qui l'ont emmené justement à faire en sorte que le pouvoir d'achat devienne un problème, parce que quand on dit paupérisation et chômage de masse, c'est pas de l'enrichissement. Donc évidemment que ces gens-là sont responsables de l'effondrement du pouvoir d'achat. Et ils viennent comme des fleurs vous dire après, vous savez que votre pouvoir d'achat, c'est une priorité. C'est comme si vous aviez un cambrioleur qui vous cambriolait pour la 20e fois et le même cambrioleur vient vous dire, au fait, le cambriolage, c'est un problème pour vous ? Oui, c'est un problème pour moi, mais t'es peut-être pas la personne la plus légitime pour m'en parler, en fait. Parce que si t'étais pas là, j'aurais pas ce problème-là. Donc les mêmes qui ont organisé l'effondrement du pouvoir d'achat des Français, qui ont appauvri les Français, ce sont les mêmes qui se présentent comme ceux qui érigent le pouvoir d'achat au rang de priorité. C'est quand même infernal. Et pourquoi font-ils ça ? Ils font ça pour une raison très simple. C'est que quand vous avez affamé un peuple, eh bien ce peuple, il est évidemment beaucoup plus préoccupé par savoir comment il va remplir son frigo qu'il n'est préoccupé par son existence en tant que peuple et sa pérennité en tant que peuple. Et vous savez, tous les autoritarismes et toutes les dictatures procèdent d'ainsi. Je terminerai par un exemple. Entre 40 et 44, quand le général de Gaulle essayait d'alerter les Français sur leur occupation, leur perte de souveraineté, leur perte d'identité, l'humiliation nationale subie par des troupes allemandes qui sont financées par Vichy, que répondait Vichy à cette interpellation existentielle et identitaire gaullienne ? Il disait, mais il ne faut pas parler de ça, il faut parler du ravitaillement. Ce qui compte, c'est vos tickets de rationnement, c'est quelle est la taille de la motte de beurre que vous allez avoir.
quel est le nombre d'œufs que vous allez avoir, le grammage de viande. C'est ça qui doit préoccuper les Français. Arrêtez d'écouter les élucubrations du général de Gaulle. Donc, toutes les dictatures fonctionnent comme ça. Si vous voulez tuer un peuple, vous l'affamez d'abord pour l'anesthésier sur son sort identitaire. Et une fois que vous l'avez anesthésié sur son sort identitaire, vous avez les chiffres de l'immigration qui sont ceux qui ont été publiés cette semaine, c'est-à-dire où l'invasion continue. Parce que le peuple est en réalité sous sédation identitaire profonde et continue, et que évidemment c'est pas en étant affamé qu'il va se réveiller. Ouais. Bon, sauf que là, les affameurs sont ceux effectivement qui derrière nous expliquent que c'est ça le sujet. Alors que Vichy n'a pas affamé les Français, il l'était déjà. Richard de Sèze, je vois que vous vouliez poser une question à Jean Messia. Oui, je trouve très intéressant la manière dont vous posez le problème en nous expliquant qu'il y a maintenant de l'infranational et du supranational. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'abord un véritable problème qui était l'extension continue du champ de l'État, en fait ? Parce que la solution, c'est pas forcément que l'État nous gouverne mieux, c'est peut-être aussi qu'il y ait beaucoup moins d'États. En fait, là, il y a encore trop d'États, vous l'avez souligné, quand il s'agit de disperser les immigrants sur l'ensemble du pays, mais il y a de toute façon beaucoup trop d'États à travers des réglementations chinoises absolument stupéfiantes. On nous explique comment utiliser l'eau de pluie qui ruisselle sur les toits. Si elle n'a pas ruisselé sur les toits, on n'a pas le droit de l'utiliser pour arroser le jardin. Il faut qu'elle ait ruisselé sur le toit pour qu'on puisse l'utiliser. Enfin, on n'a pas d'abord besoin, en fait, d'un choc anti-étatique. Vous avez raison, mais vous savez, si l'État est devenu si obèse, qu'est-ce qu'on appelle l'État au fond ? L'État, au fond, c'est l'administration. Hein. Et l'administration, qu'est-ce qu'il a toujours arrêté l'administration ? C'est le pouvoir politique. Tant que le pouvoir politique est fort, c'est lui qui dicte son tempo et qui dicte ses priorités à l'administration. Mais à partir du moment où vous avez un échelon politique depuis maintenant un demi-siècle qui a déclaré forfait en quelque sorte, c'est-à-dire que en fait, l'échelon politique n'est plus que l'extension, finalement, de la haute administration qui devient une très haute administration. Donc l'échelon politique, c'est la très haute administration. Donc en réalité, au lieu d'avoir un échelon qui arrête l'administration et qui la ressemble, vous savez, l'administration, c'est un chaudron qui veut en permanence se trouver des raisons d'être et d'exister. Et comme disait Pascal, les passions dominées sont des vertus. Alors évidemment, vous avez une passion administrative pour la réglementation, pour les normes, etc. Mais dominé par qui ? C'est à l'échelon politique de dominer cette administration pour faire en sorte que son exubérance réglementaire et administrative trouve le bon canal d'intérêt général pour s'exprimer utilement pour la société. Si vous laissez l'exubérance de l'administration sans aucun contrôle et sans aucune directive politique, effectivement, on tombe dans ce que vous dénoncez à juste titre, c'est-à-dire une extension de plus en plus de l'État sur même des zones de la société où il n'a rien à faire. Et on arrive aujourd'hui à un paradoxe absolument stupéfiant, c'est que il y a trop d'États là où il ne devrait pas y en avoir, et il n'y a pas assez d'États là où il devrait y en avoir beaucoup. Donc sur la sécurité, la justice, les contrôles aux frontières, on n'a pas assez d'États parce qu'on est gouverné par une idéologie où ces domaines sont un peu coercitifs, donc dans l'idéologie 68 art d'être un peu gêné, CRS égale SS, il y a encore des rémanences dans la tête de nos dirigeants par rapport à ça. Et en revanche, pour aller emmerder le petit buraliste ou le petit patron d'entreprise sur des masses de réglementation bureaucratique et un enfer fiscal, alors là, il n'y a pas de problème. Là, l'État, il a le personnel, il a les moyens, tout ce qu'il faut. Et donc, vous avez raison, il est temps, non pas que l'État, reflue, parce qu'il ne refluera pas de lui-même, il est temps qu'arrivent au pouvoir des hommes politiques qui endossent le rôle de politique, qui ne soient pas que des super administrateurs, et qui, effectivement, enchâssent à nouveau cet échelon administratif dans un grand projet politique, ce qui était d'ailleurs la vision gaullienne. Lorsque le général de Gaulle crée l'ENA, crée les hauts fonctionnaires, etc., c'était pourquoi ? C'est parce qu'il voulait des serviteurs de l'État à la hauteur de l'ambition nationale qui était la sienne. Et donc pour exécuter une grande ambition, il faut des grands administrateurs. Mais vous ne pouvez pas garder des grands administrateurs si vous avez des ambitions lilliputiennes. Parce qu'au bout d'un moment, ce sont les grands administrateurs qui prennent votre place, et à ce moment-là, ça devient l'obésité administrative que l'on connaît.
Il nous reste 4 Excusez-moi, minutes. je souriais parce que entendre un énarque dénoncer l'énarchie, c'est toujours... Oui, moi, je suis un énarque. Alors, ça, c'est très important. Un énarque, vous savez, j'entendais un homme politique du camp national nous expliquer que lorsque quelqu'un lui disait, mais en gros, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas d'expérience, il disait, mais attendez, vous avez fait là, vous avez une grande expérience, une grande compétence, et vous avez mené le pays dans le mur, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que le type, il n'a pas mené le pays dans le mur parce qu'il est diplômé et compétent. Il a mené le pays dans le mur parce que ses diplômes et ses compétences n'étaient pas mus par une boussole nationale dans l'intérêt du pays. C'est exactement comme si vous allez vous faire soigner chez un médecin et que le médecin vous soigne mal. Bah, vous n'allez pas sortir de chez le médecin en disant « il faut supprimer les diplômes de médecine ». Il faut juste reconnaître que ce médecin-là est un branque et qu'il faut aller en voir un autre parce que jusqu'à nouvel ordre, il faut quand même avoir des diplômes de médecine pour être un bon médecin, même si ce principe souffre d'exception. Et ben en politique, c'est pareil. Le but, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait des incultes qui arrivent au pouvoir. Le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens compétents et d'expérience, mais qui ont la France chevillée au corps et au cœur. Voilà. Et avec ça, on va réussir. Alors du coup, il nous restait 4 minutes et maintenant il nous en reste un peu plus de 2, tout juste 2, Jean Messia. Vous avez rapidement évoqué l'importance des médias alternatifs quand on parlait des États-Unis tout à l'heure. En France, c'est quelque chose que nos élus ont encore un peu de mal à prendre en compte. Il y en a certains qu'on nous recevons déjà et on s'en réjouit. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps justement que les élus politiques français eux aussi comprennent qu'il faut arrêter d'essayer de gratter des minutes, des places sur les plateaux de la bien-pensance des médias de grand chemin. Tous les hommes politiques dans les autres pays européens ou aux États-Unis qui sont passés par des médias qui n'étaient pas les médias principaux mais qui défendaient leurs idées, en ont vu les résultats. Bien sûr, mais moi je suis un fervent défenseur de cette stratégie. Je vais vous dire quelque chose, Liselotte. Est-ce que vous savez que dans moins de 20 ans, la télé telle qu'on l'aura connue aura disparu ? Si vous prenez toutes les nouvelles générations, allez jusqu'à 20 ans, ils savent plus ce que c'est la télé. Ils sont devant YouTube, devant les réseaux sociaux. Le poste de télévision, au sens de l'objet, il n'est plus regardé que par des gens à partir de ma génération et peut-être jusqu'aux trentenaires. Mais toutes les générations qui viennent après, en fait, elles ont totalement délaissé cet outil parce que l'outil principal à partir duquel on discute, on parle, on s'informe, c'est devenu le smartphone. C'est plus la télé. Donc, quand on change d'objet, eh bien, on change aussi de canal d'information. Donc, évidemment que les hommes politiques et les responsables politiques doivent s'adapter à cela. Je dois dire que je pleurerai pas la disparition de France Télévisions, ni même la disparition de BFM, puisque, effectivement, ces chaînes qui nous expliquaient que les vertus de la concurrence promue par l'Europe, de la concurrence non faussée, comme ils disent, eh bien, il est temps qu'au niveau médiatique, il y ait aussi une concurrence non faussée. Et donc, pour ça, il n'y a pas lieu de rémunérer plus de 4 milliards un service public de l'audiovisuel, comme dirait mon ami Goldnadel, et de passer désormais à une concurrence des médias qui serait salutaire. En tout cas, nous, on essaie d'équilibrer cette balance. Merci beaucoup, Jean Messia, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine, jeudi, même heure. Avec plaisir.